À Noël, ma sœur a eu une BMW à 60 000 €. Moi, une tirelire à 2 €. Je m'être suis enfui. Puis mon père m'a menacé, rends la voiture ou on porte plainte pour vol. C'était ma voiture. Imaginez. C'est le matin de Noël. Votre sœur, l'enfant chéri, reçoit les clés d'une BMW flambant neuve d'une valeur de 60 000 €. Vous? Une ridicule tirelire en porcelaine contenant une seule pièce de 2 €. C'est le moment où vous comprenez que votre valeur aux yeux de votre propre famille est littéralement le prix d'un café à emporter. Alors vous partez, vous fuyez au milieu de la nuit sans vous retourner. Et le pire dans tout ça? Votre propre père, l'homme qui devrait vous protéger, vous laisse un message vocal glacial, vous menaçant de vous dénoncer à la police pour le vol de votre propre voiture, une vieille Renault que vous avez payée avec des années de sueur et de sacrifice. C'est mon histoire. Une histoire d'injustice familiale, de favoritisme parental et de trahison. Mais c'est aussi, je l'espère, une histoire de courage, de santé mentale et de reconstruction personnelle. Avant de plonger dans les détails de cette année qui a changé ma vie, dites-moi dans les commentaires de quelle ville ou de quel pays vous m'écoutez en ce moment. Et quelle heure est-il chez vous? J'adore voir jusqu'où mes histoires voyagent et connecter avec vous tous. C'est parti. Je suis assise en tailleur sur le parquet ciré du salon de mes parents à Lyon. La pièce est baignée d'une lumière matinale blafarde, filtrée par les nuages de décembre. Autour de moi, c'est un champ de bataille de papier cadeau déchiré, et l'odeur artificielle de pain du sapin en plastique se mêle à celle du café qui infuse dans la cuisine. C'est le matin de Noël. Un matin qui, je le sais maintenant, allait redéfinir le reste de ma vie. Ma sœur, Chloé, fait tournoyer un jeu de clés BMW étincelante entre ses doigts parfaitement manucurés, le métal captant les lumières clignotantes du sapin. À 32 ans, elle sautille sur place comme une adolescente qui vient de recevoir son premier scooter, un gloussement aigu s'échappant de ses lèvres. Oh mon Dieu! Ma propre voiture! Je n'arrive pas à y croire. Mon père, debout près de la cheminée, la regarde avec une fierté si pure, sinon dissimulée, qu'elle me transperce le cœur. C'est un regard que je ne lui ai jamais vu m'adresser. Ma mère, quant à elle, a les mains jointes sous son menton, les yeux brillants, comme si elle assistait à la béatification d'une sainte. Dehors, dans l'allée, la voiture trône. Une berline blanche, brillante, un monstre de technologie allemande, surmonté d'un énorme nœud rouge si extravagant qu'il a probablement coûté plus cher que l'intégralité de mes cadeaux de Noël de ces 10 dernières années. Pendant ce temps, je fixe l'objet posé sur mes genoux. Une petite tirelire en porcelaine froide, en forme d'un personnage de dessin animé que j'ai cessé de regarder il y a au moins 25 ans. L'étiquette de prix, qu'ils ont négligemment oublié d'enlever, affiche fièrement 1,99 €. Un abîme sépare nos deux cadeaux. Pas seulement un abîme financier, mais un abîme de considération, d'amour. Ouvre-la, ma chérie, m'encourage ma mère d'une voix sirupeuse, en désignant le petit bouchon en caoutchouc sous la base. Mes doigts sont engourdis, comme s'ils n'appartenaient plus à mon corps. J'obéis machinalement. Une seule pièce de 2 € tombe dans ma paume, froide et insignifiante. C'est pour commencer ton fonds d'épargne pour acheter une maison, ma chérie, annonce mon père d'un geste dédaigneux de la main, comme s'il m'offrait une opportunité en or. Tu as toujours été si responsable avec l'argent, pas comme certaines personnes. Il adresse un clin d'œil complice à Chloé, qui fait semblant de prendre un air offensé. La responsable. C'était mon rôle, mon étiquette, ma prison. J'étais la fille sérieuse, l'architecte qui réussissait, celle qui n'avait besoin de rien ni de personne. Le silence qui suit est lourd, pesant. C'est ma mère qui le brise. Chloé a besoin d'un moyen de transport fiable pour ses nouveaux clients dans le design graphique, explique-t-elle, comme pour justifier l'injustifiable. Tu sais, ce milieu artistique exige une certaine image, un certain standing. Chloé s'affale sur le canapé à côté de moi, son parfum de luxe m'envahissant les sens et me donnant la nausée. Ne t'inquiète pas, Serette, dit-elle en me tapotant le genou avec une condescendance à peine voilée. Je te conduirai où tu veux. Ta petite Renault Clio doit être en fin de vie maintenant. Ma Clio. La voiture qui m'a transportée de Paris à Lyon la veille, traversant les cols de montagne sans jamais faillir. La voiture que j'ai fini de payer moi-même il y a 3 ans,
après des années de travail acharné et de sacrifice. La voiture qui, en cet instant, me semble être le seul allié fidèle que j'ai au monde. Je ne peux plus respirer. L'air du salon me semble soudainement vicié, irrespirable. 34 années de moments exactement comme celui-ci, des injustices plus subtiles, des déceptions silencieuses, se cristallisent dans mon esprit avec une clarté douloureuse. Ce n'est pas une anomalie. C'est le schéma directeur de ma vie. Je suis invisible. Ma valeur est quantifiable, 2 euros. Toute ma vie, j'ai essayé de construire tout parfaitement, mes notes, ma carrière, mon indépendance, croyant bêtement qu'un jour, ces briques construiraient un pont pour que leur amour puisse m'atteindre. Mais aujourd'hui, je réalise que j'ai seulement construit les murs de ma propre prison. Le son creux de la tirelire que je repose sur la table basse en verre résonne dans le silence. C'est un son minuscule, presque imperceptible, mais pour moi, c'est le bruit assourdissant de quelque chose qui se brise en moi, pour de bon. Lorsque je pose la tirelire, le son minuscule crée une fissure dans les fondations de ma vie. Et à travers cette fissure, je vois la seule issue possible. 2h17 du matin. La maison est plongée dans un silence profond, un silence seulement troublé par le tic-tac régulier de l'horloge du grand-père dans le couloir. Chacun de ces balancements semble scander les secondes de ma vie gâchée. Je suis assise sur mon lit d'enfant, le même lit où j'ai pleuré tant de déceptions silencieuses. Mais cette nuit, il n'y a pas de larmes. Il y a seulement une résolution froide, dure comme l'acier. Je me lève et je commence à faire ma valise, avec des gestes précis et dénués d'émotion. Je ne prends pas grand-chose. Pas les vêtements chers que je me suis offerts, ni les livres que j'aime. Je ne prends que les objets qui portent mon histoire, pas la leur. L'ours en peluche délavé que ma grand-mère m'a offert juste avant de mourir, en me disant « Celui-ci t'aimera toujours sans condition », l'album photo de mes années d'études à Paris, rempli de visages souriants d'amis qui sont devenus ma véritable famille, la petite boîte en bois sculptée contenant mon tout premier plan d'architecte, le projet qui m'a valu mon diplôme avec les félicitations du jury. Les cadeaux coûteux que je leur ai offerts au fil des ans, la mallette en cuir pour mon père, le bracelet en argent pour ma mère, l'objectif professionnel pour Chloé, je les laisse en évidence sur ma commode. Ils n'ont jamais été une question de gratitude de toute façon, mais plutôt une tentative désespérée d'acheter leur approbation. Je descends les escaliers sur la pointe des pieds, chaque marche craquant sous mon poids comme un avertissement. Ma clé de la maison est froide et étrangère dans ma paume pendant un long moment. C'est un symbole de tout ce que je perds, mais aussi de tout ce que je gagne. Je la pose délicatement sur le comptoir de la cuisine, juste à côté de la cafetière programmable qui se mettra en marche dans 3 heures, comme si de rien n'était. Ils ont fait leur choix. Maintenant, je fais le mien. Dehors, le froid glacial de décembre me saisit et me gifle le visage. C'est un choc bienvenu, qui me sort de ma torpeur. Les lampadaires de la rue déserte se transforment en halos aqueux alors que je navigue dans les rues endormies de Lyon. L'horloge du tableau de bord de ma Clio indique 3h42. Mes essuie-glaces luttent vaillamment contre une neige qui s'épaissit de minute en minute. À la radio, une vieille chanson de Noël parle de foyers chaleureux et de familles unies. Je coupe le son avec un geste rageur. Le silence est plus honnête. Sur l'autoroute A7, en direction du sud, vers un ailleurs incertain, les souvenirs remontent, plus violents que la tempête de neige dehors. Je repense à mes 17 ans. L'année du bac. J'avais passé tout l'été, chaque jour, chaque heure, à préparer méticuleusement mon dossier pour la plus prestigieuse école d'architecture de Paris. C'était mon rêve, mon obsession. Mes plans étaient des œuvres d'art, ma dissertation une déclaration d'amour à mon futur métier. La veille de la date limite d'envoi, j'avais tout disposé fièrement sur la grande table de la salle à manger pour une dernière vérification. Chloé était rentrée tard d'une fête, un peu éméchée. Elle tenait un grand verre de vin rouge. Dans un élan de maladresse spectaculaire, elle avait trébuché et renversé la totalité du verre sur mon travail. Le vin rouge avait bu le papier, noyant mes dessins, effaçant mes mots. « Oh, pardon. Je suis tellement désolée », avait-elle dit, un petit rire étouffé par sa main. Le pire n'était pas l'acte en lui-même. Le pire fut la réaction de mes parents. « Ce n'est qu'un accident, Élise, avait dit ma mère. Ta sœur ne l'a pas fait exprès. Tu es si brillante, tu vas bien trouver une solution.
Mon père n'avait même pas levé les yeux de son journal. Ce n'était pas un accident. C'était un acte de sabotage. Un message clair, tes rêves, tes efforts, ta passion, tout cela ne compte pas. J'ai passé les 2 nuits suivantes sans dormir, refaisant tout, alimenté par une rage froide et des litres de café. J'ai été accepté, bien sûr. Mais j'y suis allé seul, finançant mes études avec des prêts et des petits boulots, alors qu'il finançait l'année de découverte artistique de Chloé à travers l'Europe. Je conduis depuis des heures, les phares de ma voiture perçant l'obscurité. Je ne fuis pas seulement une maison. Je fuis des fantômes. Je fuis la personne qu'ils m'ont forcé à devenir, celle qui se tait, celle qui endure, l'ombre perpétuelle à côté de la flamme aveuglante de sa sœur. Le téléphone vibre sur le siège passager. C'est ma mère. Une lueur d'espoir stupide et tenace s'allume en moi. Peut-être qu'elle s'est réveillée. Peut-être qu'elle a vu mon lit vide. Peut-être qu'elle s'inquiète. Mais en écoutant son message vocal, j'éclate d'un rire sec, un rire sans joie et amer. C'est bien pire que le silence. Élise, c'est maman. J'espère que tu n'as pas oublié de payer la facture d'électricité du chalet à Annecy avant de partir de Paris. Tu sais bien que ton père déteste s'occuper de la paperasse. La date limite est demain. Rappelle-moi. C'est tout. Pas de « où es-tu » Pas de « est-ce que ça va » Pas même une once d'inquiétude dans sa voix. Juste une tâche administrative. L'invisible Élise, la fille responsable et efficace, devait encore s'occuper de leurs affaires, même en pleine détresse, même en pleine fugue émotionnelle. La colère que je ressens est si froide, si pure, qu'elle me donne une clarté d'esprit que je n'avais pas ressentie depuis des années. C'est fini. Définitivement fini. Je me gare sur la prochaine aire de repos, le moteur de ma Clio vibrant doucement sous moi. Mes mains tremblent si fort que j'ai du mal à faire défiler mes contacts. Je m'arrête sur un nom, Sophie. Mon amie de l'école d'architecture. Mon roc. La seule qui ait jamais vu clair dans le jeu de ma famille. Elle vit à Marseille. Je regarde l'heure, 5h48. Tant pis. Je compose le numéro, le cœur battant à tout rompre. Sa voix est chaude, ensommeillée, mais elle devient immédiatement alerte quand elle entend le son de la mienne. Élise? Qu'est-ce qui se passe? On dirait que tu es dans ta voiture. Il est presque 6 heures du matin. Les mots sortent de ma bouche, un torrent incontrôlable et confus. Je parle de la BMW, de la tirelire, de la facture d'électricité, de 34 années de douleur et d'humiliation qui débordent enfin. Elle ne m'interrompt pas une seule fois. Elle écoute. Elle écoute vraiment. Quand j'ai enfin fini, vidé de toute énergie, il y a un court silence à l'autre bout du fil. Puis, sa voix, ferme et sans la moindre équivoque. Viens à Marseille. Prends l'autoroute A7 et ne t'arrête pas avant de voir les panneaux. Tu resteras chez moi aussi longtemps qu'il le faudra. On n'abandonne pas sa famille comme ça. La vraie famille. Ces derniers mots résonnent en moi. La vraie famille. Ces mots sont une bouée de sauvetage lancée dans l'océan glacial de ma solitude. Je raccroche, et c'est seulement à ce moment-là que les larmes commencent à couler, brouillant ma vue pour la première fois cette nuit-là. Des larmes de soulagement, de gratitude, et de deuil pour la famille que je n'ai jamais eue. Je reprends la route, le lever du soleil colorant l'horizon d'or et de rose devant moi. Pour la première fois de ma vie, je ne fuis plus. Je vais quelque part. Je vais chez moi. L'arrivée à Marseille quelques heures plus tard est une renaissance. Le ciel est d'un bleu intense, le soleil est chaud sur ma peau, et l'air sent le sel et les pins. C'est un monde à part de la grisaille de Lyon. Sophie m'attend devant son immeuble dans le quartier du Panier. Quand elle me voit sortir de ma voiture, fatiguée et défaite, elle ne dit rien. Elle me prend dans ses bras. C'est une étreinte solide, réconfortante. Et quand elle m'ouvre ses bras, ma première réaction est de me raidir. J'ai oublié ce que c'est que d'être touché avec une gentillesse inconditionnelle, sans rien attendre en retour. Sa bonté est comme la lumière du soleil entrant dans une pièce sombre depuis trop longtemps, elle est à la fois chaude et aveuglante. Elle m'installe dans sa chambre d'amis, me prépare un café, et me laisse simplement être. Le lendemain matin, je rédige ma demande de mutation au bureau de Marseille de mon cabinet d'architecture.
Je n'ai aucune faveur à demander. Je joins simplement mon portfolio. Mon travail parlera pour moi. C'est incroyable, n'est-ce pas? La seule préoccupation de ma mère était une facture. À ce moment-là, j'étais complètement brisée. Dites-moi honnêtement dans les commentaires, si vous aviez été à ma place, qu'auriez-vous fait? Auriez-vous répondu à ce message? Je suis vraiment curieuse de lire vos réactions et vos conseils. Ma carrière à Marseille a décollé rapidement. Mais j'ai vite réalisé qu'on peut changer d'adresse, qu'on peut changer de ville, mais on ne peut pas fuir les fantômes qui vivent dans sa tête. Et il ne faisait que commencer à frapper à la porte de ma nouvelle vie. La réponse de mon cabinet d'architecture est arrivée moins de 48 heures plus tard. Ma mutation était non seulement approuvée, mais encouragée. Le directeur du bureau de Marseille connaissait ma réputation et m'a immédiatement confié un projet majeur, la conception d'un nouveau complexe résidentiel écologique sur les hauteurs de la ville. En quelques semaines, je me suis plongée dans le travail avec une férocité qui m'a surprise moi-même. J'arrivais la première au bureau, je partais la dernière. Je passais mes week-ends sur mes plans, je sautais des repas. Je construisais ma nouvelle vie comme je concevais un bâtiment, avec une précision obsessionnelle, une attention maladive aux détails, et une tolérance zéro pour l'erreur. C'était ma façon de reprendre le contrôle, de prouver à l'univers et surtout à moi-même que je n'étais pas la femme brisée qui avait fui Lyon en pleine nuit. Sophie me regardait faire avec une inquiétude grandissante. « Élise, tu dois respirer », me disait-elle souvent le soir. Marseille, ce n'est pas que le travail. Il y a la mer, les calanques, la vie. Je l'écoutais à peine, trop concentrée sur ma prochaine échéance. Un après-midi, mon nouveau patron, un homme charismatique et respecté nommé Laurent, m'a convoqué dans son bureau vitré qui surplombait le vieux port. « Élise, a-t-il commencé avec un sourire bienveillant, votre travail est absolument exceptionnel. Vous avez fait avancer ce projet plus en 3 semaines que l'équipe précédente en 3 mois. » J'ai senti une bouffée de fierté. C'était ce que je voulais entendre. Mais, a-t-il continué, son sourire s'effaçant légèrement, je suis un peu inquiet. Vous n'avez pas besoin de construire toute la tour en un seul jour. Le rythme que vous vous imposez, il est insoutenable. Je ne veux pas que vous fassiez un burn-out. Ces mots m'ont laissé perplexe et mal à l'aise. De la sollicitude? Au travail? Pour moi, travailler jusqu'à l'épuisement était la norme. C'était le prix à payer pour réussir, pour être digne d'éloges. Je me suis rendu compte d'une vérité terrifiante et soudaine. Ma soi-disant éthique de travail irréprochable n'était en fait qu'une peur panique. La peur que si je ralentissais, ne serait-ce qu'une seconde, tout le monde verrait que je ne valais rien, que j'étais une imposture. Que j'étais, au fond, cette fille qui ne méritait qu'une tirelire à 2 €. C'est à ce moment précis, alors que j'étais déjà fragilisée par cette prise de conscience, que ma famille a décidé de lancer sa contre-attaque. Le silence radio a été rompu par un barrage de messages. D'abord des textes de ma mère, faussement inquiets. Nous n'avons pas de nouvelles. Nous sommes morts d'inquiétude. Puis, ils sont devenus plus manipulateurs. Ta sœur ne mange plus. Tu lui fais beaucoup de peine. Ton père a des palpitations à cause du stress que tu nous causes. Veux-tu être responsable de sa santé? Je les ai lus, le cœur serré, mais je n'ai pas répondu. J'ai bloqué leur numéro. Alors, ils ont commencé à appeler Sophie. Mais le coup de grâce est venu de mon père. Un soir, en rentrant tard du bureau, j'ai vu que j'avais un message vocal d'un numéro inconnu. C'était lui. Sa voix, habituellement si autoritaire et pleine d'assurance, était maintenant glaciale. Froide, calculée et menaçante. Il n'y avait aucune émotion. Juste un ordre déguisé en ultimatum. Élise. Cette comédie puérile a assez duré. Tu as 1 semaine, à compter de ce jour, pour ramener la Renault Clio à la maison. Légalement, c'est une voiture qui a été achetée pendant que tu vivais sous notre toit. Si elle n'est pas dans l'allée dans 1 semaine, nous la déclarons volée à la gendarmerie. Compris? J'ai failli laisser tomber mon téléphone. Ma Clio. Ma vieille voiture fidèle, que j'avais mis des années à payer, chaque versement étant une petite déclaration d'indépendance. Ce n'était pas la voiture qu'il voulait. C'était mon âme. Il voulait me briser, me mettre à genoux, me rappeler à qui j'appartenais.
Il ne voulait pas récupérer un bien. Le message vocal de mon père résonnait dans l'appartement silencieux, chaque mot étant une menace froide et calculée. Rends la voiture ou nous portons plainte. Il ne voulait pas juste récupérer un objet. Il voulait me voler la dernière chose qu'il me restait, ma liberté. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, laissez un commentaire pour nous dire ce que vous auriez fait à la place d'OP. Vous pouvez aussi écrire simplement le chiffre 1 pour montrer que vous suivez encore. Et dites-nous, vous regardez cette histoire depuis quelle région ou quel pays? La menace de mon père m'a secoué au plus profond de moi. Ce n'était plus du favoritisme ou de la négligence affective. C'était une déclaration de guerre. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Les scénarios les plus sombres tournaient en boucle dans ma tête, les gendarmes débarquant à mon bureau, l'humiliation, le scandale. Sophie m'a trouvée au petit matin, assise dans le noir dans mon nouvel appartement, le téléphone à la main, tremblante. Elle me l'a pris des mains, a écouté le message, et son visage s'est durci. C'est fini, Élise. La gentillesse, c'est terminé. Maintenant, tu dois te battre. Le lendemain, elle m'a traîné chez un avocat, un de ses amis. Maître Duval était un homme posé qui, en 5 minutes à peine, a balayé mes craintes. Mademoiselle Dubois, a-t-il dit en examinant la photocopie de ma carte grise, cette voiture est légalement et entièrement à vous. Leur menace est ce qu'on appelle une tentative d'extorsion, et c'est puni par la loi. Il a rédigé une lettre de mise en demeure cinglante, citant les articles de loi pertinents, et l'a envoyée en recommandé à mes parents, leur interdisant formellement tout contact harcelant sous peine de poursuite judiciaire. Le silence qui a suivi de leur part a été total, et pour la première fois, ce n'était pas un silence de négligence, mais un silence de défaite. Cette victoire juridique m'a donné un regain de force, mais elle a aussi mis en lumière à quel point j'étais fragile. Sur les conseils insistants de Sophie, j'ai pris rendez-vous avec une thérapeute. Le docteur Martin était une femme douce et perspicace qui m'a aidé à déconstruire des années de conditionnement. Elle m'a fait comprendre que ma quête effrénée de perfection n'était pas une qualité, mais une réponse au traumatisme de leur négligence affective. J'essayais de devenir si parfaite qu'ils ne pourraient plus m'ignorer. C'est pendant cette période de reconstruction lente et difficile que j'ai rencontré Marc. Il était ingénieur en environnement, et nous avons été amenés à collaborer sur mon projet. Il était tout ce que je n'étais pas, calme, posé, spontané. Il souriait souvent, pas seulement avec sa bouche, mais avec ses yeux. La première fois qu'il m'a invité à prendre un café après une réunion, j'ai paniqué. J'ai bredouillé une excuse sur une échéance urgente. La vérité, c'est que j'avais peur. La gentillesse sans arrière-pensée, l'intérêt sincère d'un homme, c'était un territoire totalement inconnu et terrifiant pour moi. Heureusement, il a persisté, gentiment. Nous avons pris ce café, puis un autre. Il m'écoutait, posait des questions sur mon travail, sur mes passions, des choses que ma propre famille n'avait jamais faites. Un soir, alors que nous marchions le long du vieux port, il s'est arrêté et a dit impulsivement, « Et si on allait dans les Calanques ce week-end » Juste comme ça, sans plan, on prend un pique-nique et on verra bien. J'ai senti une vague de panique monter en moi. Pas de plan? Pour moi, tout dans la vie devait être planifié, contrôlé, optimisé. C'était ma seule façon de me sentir en sécurité dans un monde qui m'avait toujours semblé hostile. Il a dû voir la peur dans mes yeux. Il a pris ma main, un geste simple mais qui a envoyé une décharge électrique dans tout mon corps. Élise, a-t-il dit doucement, parfois, les plus belles choses de la vie n'ont pas de plan directeur. Ce week-end-là, pour la première fois de ma vie d'adulte, j'ai lâché prise. Nous avons marché pendant des heures sur des sentiers escarpés, nous avons ri, nous avons mangé des sandwichs au jambon assis sur un rocher face à une mer turquoise. C'était simple. C'était parfait. J'apprenais à recevoir. Recevoir de l'aide quand je glissais sur une pierre, recevoir de l'affection quand il passait son bras autour de mes épaules, recevoir de la joie spontanée. C'était aussi difficile et exaltant que d'apprendre une nouvelle langue. La langue de la confiance. Ma vie commençait enfin à trouver un semblant d'équilibre entre le travail et le lâcher-prise. Mais un jour, une enveloppe couleur ivoire, postée de Lyon, est arrivée dans ma boîte aux lettres et a menacé de faire s'écrouler le fragile édifice que je construisais. C'était le faire-part de mariage de ma cousine Camille. C'était une invitation, mais pour moi,
c'était une convocation devant mes juges. L'invitation est restée sur ma table de cuisine pendant 3 jours, tel un objet radioactif. Un carton élégant, avec mon nom calligraphié en lettres dorées, Mademoiselle Élise Dubois. Pas de « +1 ». Le message subliminal était d'une clarté brutale. Reviens seul, rentre dans le rang, reprends ta place d'éternel célibataire responsable. J'ai passé une nuit entière à peser le pour et le contre. Ne pas y aller serait perçu comme une faiblesse, une fuite. Y aller serait comme entrer volontairement dans la fosse aux lions. J'en ai parlé longuement au docteur Martin lors de notre séance hebdomadaire. « Qu'est-ce que vous voulez faire, Élise » m'a-t-elle demandé, sans me guider, me forçant à trouver ma propre réponse. La vieille Élise, celle d'avant la tirelire, aurait trouvé une excuse bidon, un projet urgent au travail. La vieille Élise aurait eu une peur bleue de la confrontation. Mais quelque chose en moi avait changé, s'était solidifié au cours de ces 7 derniers mois. J'y vais, ai-je dit, et les mots sonnaient justes, puissants. Mais j'y vais à mes conditions. Ma première condition fut logistique, mais hautement symbolique. J'ai réservé une suite junior dans le plus bel hôtel de Lyon, à quelques rues du lieu de la réception. J'ai délibérément ignoré les 2 messages vocaux de mon père, de plus en plus insistants, pour que je séjourne dans la grande maison qu'ils avaient louée avec le reste de la famille. Ma thérapeute appelait cela établir une frontière physique et financière. Pour moi, c'était une déclaration d'indépendance, un acte de souveraineté personnelle. Ma deuxième condition était mon apparence. Je voulais qu'ils voient, littéralement, que je n'étais plus la même personne. J'ai dépensé une somme que j'aurais autrefois jugée extravagante pour une tenue complète, un pantalon noir sur mesure d'une coupe impeccable, une blouse en soie d'un vert émeraude profond, et des talons qui, je l'espérais, me donneraient l'assurance qui me manquait encore parfois. 7 mois s'étaient écoulés depuis ce matin de Noël. 7 mois de reconstruction, une séance de thérapie à la fois, une conversation avec Marc à la fois. Avant que je ne parte pour Lyon, Marc m'a offert un petit pendentif en pierre de lave, noir et lisse. La force, ce n'est pas de ne pas avoir peur, m'a-t-il dit en me le passant autour du cou. C'est de la ressentir et d'avancer quand même. J'ai tenu la pierre chaude dans ma main pendant tout le vol de Marseille à Lyon, comme un talisman. Lorsque j'ai poussé la lourde porte en bois de la salle de réception pour le dîner de répétition, un silence s'est fait. Toutes les conversations se sont tues. Toutes les têtes se sont tournées vers moi. Dans le silence soudain, le claquement de mes talons sur le marbre semblait assourdissant. J'ai vu la main de ma mère voler à sa gorge dans un geste théâtral. J'ai vu le verre de whisky de mon père s'arrêter à mi-chemin de ses lèvres. J'avais changé, et il le voyait. L'Élise qui avait fui en pleine nuit était une ombre fatiguée. La femme qui se tenait là, droite et fière, était solide. Présente. J'ai balayé la salle du regard, adressant un léger hochement de tête à certains oncles et tantes, sans me précipiter vers personne, et surtout pas vers eux. Chloé a été la première à venir vers moi, les bras ouverts pour une accolade que je savais fausse. Mais elle aussi, avait changé. Fini les robes de créateur et les bijoux ostentatoires. Elle portait une robe simple, et ses cheveux blonds peroxydés avaient des racines sombres apparentes. « Tu es magnifique, dit-elle, et son sourire semblait plus crispé que sincère. « Merci, ai-je répondu, en faisant un pas en arrière après sa brève étreinte pour maintenir une distance physique entre nous. Comment va la fameuse BMW ? Ses yeux ont fui les miens, cherchant une échappatoire. En fait, j'ai dû la vendre. J'ai une Honda d'occasion maintenant. C'est beaucoup plus pratique, tu sais. C'était la toute première fissure dans la façade impeccable de la famille Dubois. La première reconnaissance, même involontaire, que tout n'était pas parfait. Au loin, je voyais mes parents discuter à voix basse avec ma tante Agnès. Mon père avait les épaules voûtées, une posture que je ne lui avais jamais vue. Ma mère semblait nerveuse, agitée. Quelque chose n'allait pas du tout, et je sentais que ce n'était pas seulement ma présence qui les dérangeait. Le drame ne faisait que commencer. Ma cousine Camille, la future mariée, est apparue comme par magie à mon coude, me tendant une coupe de champagne. « Dieu merci, tu es là » a-t-elle murmuré, ses yeux pétillants de malice et d'excitation. « J'avais peur que tu ne viennes pas. Tu ne croirais jamais le drame qui se joue en coulisses depuis Noël. » Elle m'a entraîné vers un coin plus tranquille de la terrasse. « Alors,
Tu es au courant pour la maison? A-t-elle demandé à voix basse. J'ai secoué la tête. Tes parents vendent la grande maison de famille à Lyon. J'ai accusé le coup, essayant de ne rien laisser paraître. La maison de mon enfance, vendue? Ils disent que c'est pour des raisons de santé, que ton père a besoin de moins de stress, mais personne ne les croit. Elle s'est penchée encore plus près, son souffle sentant le champagne. La vérité, c'est que l'entreprise de design de Chloé, ce n'était pas vraiment une entreprise, a continué Camille, savourant chaque mot. Apparemment, elle a signé un contrat énorme avec une société de montres de luxe en Suisse. Ils lui ont versé une avance de plusieurs centaines de milliers d'euros pour concevoir toute leur nouvelle campagne publicitaire. Et elle n'a jamais rien livré. Pas un croquis, pas une idée. Rien. Elle a tout dépensé en voiture, en sac à main, en vacances. Maintenant, les Suisses la poursuivent en justice pour une somme astronomique. Tonton et Tata vendent la maison pour payer ses dettes colossales et ses frais d'avocat. La vérité m'a frappé avec la force d'un poing en pleine poitrine. Ce n'était donc pas à cause de mon départ. Ce n'était pas à cause du stress que je leur avais prétendument causé. C'était la conséquence directe, inévitable, de leur propre choix. D'avoir créé un monstre d'égoïsme et d'irresponsabilité, d'avoir gâté une enfant au point de la rendre incapable et malhonnête, tout en exigeant de l'autre une perfection et une autonomie sans faille. Tout au long de la soirée, d'autres membres de la famille, enhardis par ma présence et peut-être par l'alcool, sont venus me parler. C'était comme si ma rébellion silencieuse avait ouvert une soupape. Mon oncle Pierre m'a avoué, les yeux humides, on a tous vu, Élise. On a tous vu comment il te traitait différemment. Mais que veux-tu, c'est la famille. On n'a jamais osé rien dire. Ma tante Hélène m'a serré dans ses bras un peu trop fort, chuchotant à mon oreille, ton père a perdu son emploi il y a 3 mois. Sa boîte a fait une grosse restructuration. Il est dévasté. Chaque révélation était une nouvelle pièce du puzzle qui s'assemblait pour former une image de désastre total. La façade de la famille Dubois, riche, parfaite et unie, s'effondrait sous mes yeux en temps réel. Mon père m'a finalement acculé près du bar à la fin de la soirée. Son haleine sentait fortement le whisky. La famille, c'est ce qu'il y a de plus important, Élise, a-t-il commencé, sa voix portant le poids de l'autorité habituelle, mais quelque chose s'était irrémédiablement brisé en dessous. Peu importe les différends, on doit se serrer les coudes. Je l'ai regardé droit dans les yeux, la pierre de lave de mon pendentif semblant se réchauffer contre ma peau. Vraiment, papa? Ou est-ce que certains membres de la famille doivent se serrer les coudes pendant que les autres sont mis de côté, sauf quand il faut payer les pots cassés? Son visage, déjà rouge à cause de l'alcool, s'est empourpré. Nous t'avons toujours soutenu, de notre mieux. 2 euros dans une tirelire, ai-je répondu, ma voix plus douce que prévu, mais les mots ont atterri avec la précision d'une fléchette en plein cœur de la cible. C'était ça, votre mieux. Votre définition du soutien. Il a ouvert la bouche, comme pour protester, mais aucun son n'est sorti. Il l'a refermée, puis s'est détourné et s'est éloigné, me laissant seul avec ma coupe de champagne à moitié vide. En voyant leur château de cartes s'écrouler, je n'ai ressenti aucune joie, aucune vengeance. Juste une profonde et vide tristesse. Ils avaient construit leur monde sur un mensonge, et maintenant, la réalité, brutale et impitoyable, les rattrapait. Le lendemain matin, juste avant la cérémonie de mariage, ma mère m'a intercepté dans le couloir de l'hôtel. Élise, il faut qu'on parle. Ton père, Chloé et moi. Dans la bibliothèque. C'est important. Je savais que ce n'était pas une invitation à une conversation. C'était une convocation pour un procès, et j'étais la principale accusée. La bibliothèque de l'hôtel était une pièce sombre, lambrissée de bois sombre, qui sentait le vieux cuir et la poussière. C'était le décor parfait pour le drame qui allait se jouer. La mise en scène était évidente, presque risible. Ma mère, assise droite comme un « i » sur une chaise à haut dossier, un mouchoir en dentelle déjà à la main, prête à verser des larmes de crocodile. Mon père, faisant les 100 pas devant la cheminée éteinte, tel un procureur préparant son réquisitoire. Et Chloé, debout près de la fenêtre, le dos tourné, jouant à la perfection le rôle de la victime innocente et fragile. « Assieds-toi, Élise, » a ordonné mon père,
le ton sans appel, en désignant un lourd fauteuil en cuir qui avait été délibérément placé en face d'eux. C'était une chaise d'accusé. Un interrogatoire. Je suis resté debout près de la porte, posant calmement mon sac à main sur une console. La cérémonie de Camille commence dans moins d'une heure. Cela ne peut plus attendre, a rétorqué ma mère, sa voix tremblant de fausse émotion. Nous sommes au bord du gouffre, et tout ça, c'est de ta faute. Ton départ a tout déclenché. Ton père a perdu son emploi à cause du stress insupportable. Je suis en dépression et sous traitement. Nous devons vendre la maison de ton enfance. Tout ça a commencé le jour où tu as décidé égoïstement de partir. Le blâme. C'était leur dernière arme, leur dernier refuge. Mais cette fois, j'étais prête. J'ai marché lentement vers le fauteuil, j'ai posé mon sac à main à côté et je me suis assise, le dos bien droit, les mains croisées sur mes genoux. Je suis sincèrement désolée que tu aies perdu ton travail, papa. C'est une épreuve terrible. Et maman, je suis vraiment contente que tu aies cherché de l'aide professionnelle pour ta dépression. Ma réponse calme et mesurée les a complètement déconcertés. Ils s'attendaient à des cris, à des larmes, à de la culpabilité. Mais tu n'entends pas ce qu'on te dit, a presque crié Chloé, se retournant enfin. C'est à cause de Théoï. Non, ai-je dit, ma voix stable et claire comme du cristal. Vous vendez la maison à cause d'une série de choix que vous avez fait bien avant que je parte. Des choix qui n'ont rien à voir avec moi. J'ai ouvert mon sac et j'en ai sorti un grand album photo relié en cuir noir. Mon dossier de la vérité. Le fruit de mois de travail sur moi-même, de souvenirs douloureux exhumés en thérapie. J'ai apporté quelque chose pour rafraîchir notre mémoire collective. Page après page, j'ai fait défiler sous leurs yeux incrédules des décennies de favoritisme flagrant. Les photos des anniversaires, la fête de princesse de Chloé avec un poney et 30 invités, à côté de mon gâteau au chocolat acheté au supermarché avec 2 copines. Les photos de Noël, Chloé déballant un ordinateur portable dernier cri, moi un pull tricoté. Les photos de vacances, Chloé posant devant la Tour Eiffel à Paris, pendant que je travaillais comme serveuse pour payer mes études. Puis, j'ai sorti un dossier en carton. À l'intérieur, les relevés de mes prêts étudiants. 67 000 €. Une dette que je remboursais encore, mois après mois. À côté, j'ai posé les copies des relevés bancaires de mes parents de l'époque, que j'avais réussi à obtenir, montrant les virements réguliers pour financer l'année artistique sabbatique de Chloé en Europe. Ce n'est pas juste, c'est défendu Chloé, sa voix devenant stridente. Tu as choisi de faire des études d'architecture, c'est toi qui as décidé, c'était ton choix. C'était ma passion, les je corrigeais, calmement. Tout comme l'art était censé être la tienne. La différence fondamentale, c'est que ma passion, mon avenir, n'a jamais été jugé digne de votre investissement. Acculée, à court d'arguments, Chloé a fini par exploser dans une crise de larmes qui, pour une fois, semblait sincère. Mais tu as toujours été si doué pour tout. Tu réussissais tout sans même avoir besoin d'essayer. L'école, les projets, tout était facile pour toi. Il fallait bien que j'aie quelque chose pour moi, quelque chose qui me rende spécial. Maman et papa m'aidaient juste à être intéressante. Ce n'était pas une excuse, mais c'était la vérité. Une vérité pathétique qui révélait des années d'insécurité et de jalousie, nourries par le comportement irresponsable de mes parents. Pour le coup de grâce, j'ai sorti la petite tirelire en porcelaine. Je l'ai posée délicatement sur la table basse entre nous. Le petit bruit a fait sursauter ma mère. Qu'est-ce que c'est que cette nouvelle absurdité, a grogné mon père, à bout. J'ai retiré le bouchon en caoutchouc. J'avais passé des semaines à rassembler des pièces de 2 €. Elles se sont déversées sur la table dans un cliquetis métallique, formant une petite montagne brillante. Ce n'est pas une question d'argent, ai-je dit, en les regardant tous les trois dans les yeux. C'est la valeur exacte que vous m'avez attribuée le jour de Noël. C'est tout ce que je valais pour vous. Je les ai regardés, non pas avec colère, mais avec une clarté nouvelle et libératrice. J'ai ensuite énoncé mes 2 conditions pour une éventuelle réconciliation. La balle était maintenant dans leur camp, et ils n'avaient plus nulle part où fuir. Le silence qui a suivi ma déclaration était plus lourd que tous les mots qui avaient été échangés.
Il était rempli de 34 années de non-dits, de ressentiments et de vérités douloureuses enfin exposées à la lumière crue de cette bibliothèque. Le tas de pièces de 2 € sur la table basse semblait briller d'une lueur accusatrice. Ma mère sanglotait doucement, mais cette fois, ses larmes semblaient authentiques, des larmes de chagrin et peut-être, pour la première fois, de remords. Mon père me fixait, son visage un masque impénétrable où se mêlait l'incrédulité, la rage blessée et une lueur de confusion. Chloé, quant à elle, regardait fixement les pièces de monnaie, comme si elle voyait pour la première fois les fragments de notre famille brisée. Je ne veux pas d'excuses, dis-je, ma voix ne tremblant plus, trouvant une force que je ne me connaissais pas, les excuses sont des mots faciles. J'ai eu assez de mots toute ma vie. Maintenant, je veux des actes. Je veux un changement réel et profond. Je me suis levée, sentant le pouvoir de ma propre conviction me redresser les épaules. C'était moi, Élise, qui fixais les règles du jeu pour la première fois. Je suis prête à envisager une réconciliation, à essayer de reconstruire quelque chose sur ces ruines, mais seulement à 2 conditions non négociables. Je les ai regardés tour à tour, m'assurant de capter leur regard. La première, une thérapie familiale. Tous les 4. Avec un thérapeute professionnel et neutre. Pas pour trouver un coupable, mais pour comprendre comment nous en sommes arrivés là, pour que chacun prenne la responsabilité de ses actes. Mon père a ouvert la bouche pour protester. Je pouvais lire sur son visage les mots qui allaient sortir, la fierté, l'inutilité de parler à un étranger, l'idée ridicule de laver son linge sale en public. Mais avant qu'il ne puisse prononcer un son, ma mère a posé une main sur son bras, un geste simple mais qui l'a fait taire net. Et la deuxième condition, a-t-elle demandé, sa voix rauque à cause des larmes. La deuxième condition est le respect. Le respect de mes limites, de ma vie, de mes choix. Cela signifie plus d'appels manipulateurs pour me faire culpabiliser. Plus de demandes financières déguisées. Plus de tentatives de me faire porter la responsabilité de vos problèmes ou de ceux de Chloé. Vous devrez apprendre à me traiter comme l'adulte indépendante que je suis, pas comme votre plan de secours émotionnel ou votre bouc émissaire attitré. J'ai repris mon album photo, ma preuve, mon histoire. Je l'ai serré contre moi comme un bouclier. J'ai laissé la tirelire et son contenu scintillant sur la table. Gardez ça, ai-je dit, ma voix s'adoucissant légèrement. Comme un rappel permanent de ce qui arrive quand on pense qu'un enfant vaut plus qu'un autre. Je me suis dirigée vers la porte, mon cœur battant la chamade, mais je me sentais plus légère que je ne l'avais été depuis des années. J'ai posé la main sur la poignée dorée, puis je me suis retournée une dernière fois, pour leur adresser un dernier regard. Je vais prendre ma place pour la cérémonie de mariage de ma cousine. Mon amie Sophie me garde un siège. En sortant dans le couloir lumineux, le dos droit et la tête haute, j'ai entendu Chloé murmurer à nos parents, sa voix à peine audible à travers la porte lourde, elle a vraiment changé. Elle avait raison. La femme qui avait fui ce matin de Noël glacial, n'emportant que son chagrin et une tirelire à 2 €, était partie pour toujours. À sa place se tenait une femme qui comprenait enfin sa propre valeur, une valeur qui ne pouvait être mesurée ni par une voiture de luxe, ni par des pièces de monnaie. Dans les mois qui ont suivi, à ma grande surprise, ils ont accepté mes conditions. La première séance de thérapie a été d'une froideur polaire. La deuxième a été explosive, pleine de reproches et de vieilles rancœurs. Mais à la troisième séance, pour la première fois de ma vie, j'ai vu mon père pleurer. Des larmes silencieuses qui roulaient sur ses joues alors qu'il parlait de ses propres déceptions. Ce n'était pas la fin du chemin, loin de là. Mais c'était le début d'un sentier, un sentier étroit et escarpé que nous allions peut-être pouvoir parcourir ensemble. J'ai appris une leçon essentielle durant cette période, le pardon n'est pas un interrupteur magique qu'on actionne pour tout effacer. C'est un chemin qu'on choisit de parcourir, un pas après l'autre, et parfois, on doit accepter de le parcourir seul pendant un long moment. Noël. 1 an plus tard, jour pour jour. Le soleil de décembre inonde mon appartement à Marseille d'une lumière chaude et dorée. L'odeur de romarin et de dinde rôtie se mêle au rire de mes amis. De vrais amis. Ma famille choisie. Autour de la grande table en bois que j'ai achetée avec mon propre argent, il y a Sophie, mon roc, mon ancre. Il y a Marc, dont la présence calme et aimante est devenue mon port d'attache. Et il y a d'autres amis, rencontrés à mon cabinet d'architecture et à mon cours de poterie du samedi matin.
À Élise, dit Marc en levant son verre, son sourire m'atteignant en plein cœur. L'architecte qui construit des ponts plus solides que quiconque, autant dans la pierre que dans la vie. Mes joues s'empourprent, mais pour la première fois, je ne ressens pas le besoin de minimiser le compliment. J'accepte. Je souris. Il y a un an, jour pour jour, je posais une clé sur un comptoir froid et je fuyais tout ce que je connaissais, avec pour seul horizon l'inconnu. Aujourd'hui, je suis ici, dans mon chez-moi, entouré de gens qui ont choisi d'être là, par affection et non par obligation. Mon téléphone vibre. C'est un appel vidéo de Chloé. C'est notre rendez-vous mensuel, une des limites claires que nous avons établies en thérapie. Je réponds. Joyeux Noël, dit-elle. Son visage remplit l'écran. Elle a l'air fatiguée, des cernes sous les yeux, mais il y a une nouvelle lueur dans son regard. La lueur de quelqu'un qui se bat pour elle-même, pour la première fois. Derrière elle, je peux voir son petit appartement de location, meublé simplement. Plus de luxe ostentatoire. Tu as l'air heureuse, Élise, dit-elle, sans une once de jalousie dans la voix. Ton appartement est magnifique. Il me ressemble, je réponds simplement. Je tourne le téléphone pour lui montrer mon coin poterie dans la deuxième chambre, les étagères remplies de bols, de vases et de sculptures, autrefois de l'argile informe, maintenant façonnée par mes propres mains. Comment vont papa et maman, je demande. Papa est sobre depuis 90 jours aujourd'hui, annonce-t-elle avec une fierté évidente. Il voulait absolument que je te le dise. Les réunions des alcooliques anonymes l'aident énormément. Il est différent. Et maman ? Maman fait du bénévolat au centre communautaire du quartier. Elle dit que s'occuper des autres lui donne un but. Elle marque une pause. Il demande souvent de tes nouvelles. Pas comme avant. C'est différent maintenant. Ils s'apprennent. Après notre appel, le dîner se poursuit dans la joie et la bonne humeur. Personne ne mentionne la petite tirelire en porcelaine que j'ai placée sur la cheminée. Elle est toujours là, mais sa signification a changé. Ce n'est plus un symbole de ce qui me manquait, mais un rappel de ce que j'ai trouvé, le courage de me valoriser. Après le dessert, je reçois un texto de Chloé. C'est une photo d'un petit ornement en argile, maladroit et biscornu. Pas très beau, mais fait avec amour. Je te l'envoie demain. C'est mon premier essai en poterie. Je souris. Puis, un autre message arrive. C'est ma mère. C'est une photo de ma vieille maison de poupée, la seule chose que j'aimais vraiment quand j'étais enfant, celle que je croyais perdue depuis longtemps. Le message dit, j'ai trouvé ça dans le grenier en faisant du tri pour la vente. Elle t'a toujours appartenu. En pièce jointe, il y a une copie scannée d'un acte de propriété manuscrit, rédigé par ma grand-mère, me la léguant officiellement. C'est un petit geste, mais c'est un début de réparation. Plus tard dans la soirée, quand tout le monde est parti et que Marc m'aide à ranger les dernières assiettes, je sors sur le balcon. L'air est frais. Les lumières du vieux port scintillent sur l'eau sombre. Au loin, je peux voir la silhouette des bâtiments sur lesquels j'ai travaillé, des structures que j'ai aidé à ériger. Je murmure pour moi-même, pour les lumières de la ville, la valeur d'une personne ne se gagne pas par son utilité ou ses sacrifices. On la revendique en connaissant et en affirmant ce qu'on accepte et ce qu'on refuse. Marc me rejoint et passe une couverture chaude autour de mes épaules. Il ne dit rien, il est juste là. Je me penche contre sa chaleur réconfortante. Mon histoire, qui a commencé par une trahison et une fuite, a trouvé une fin heureuse, mais le chemin a été incroyablement difficile et douloureux. Avez-vous déjà vécu une situation de favoritisme ou d'injustice au sein de votre propre famille? Avez-vous dû vous battre pour faire reconnaître votre valeur? Si vous vous sentez à l'aise, je vous invite à partager votre expérience dans les commentaires. Vos histoires comptent, elles ont de la valeur, et nous sommes une communauté ici pour nous écouter et nous soutenir les uns les autres. N'oubliez pas de laisser un like sur cette vidéo si mon histoire vous a touché, et de vous abonner pour ne manquer aucune de mes prochaines histoires sur la force, la résilience et la reconstruction. Prenez soin de vous, et à très bientôt.